Salut à tous, c'est Ben, vous écoutez l'épisode 156 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver. Au programme de cet épisode, la classique remise de trophées à quelques matchs de la fin de saison. Qui va être MVP? On va en parler avec Alan. Ça va, Alan? Salut Ben, salut tout le monde. Ouais, ça va super. Eh ben moi aussi, allez, c'est parti. Giannis Antetokounmpo ou James Harden, c'est la grande question à quelques jours de la fin de la saison régulière. On parle bien sûr ici de la course au MVP, on va commencer comme de tradition par le MVP. Alors Alan, je te propose de ne pas perdre de temps, on va directement donner notre top 3 MVP. Et ensuite, on va en discuter en donnant, bien sûr, et je vais le préciser pendant tout l'épisode, on va également donner, Pierre et Tom nous ont fait parvenir leurs pronostics, leurs prédictions enfin non, c'est même plus des prédictions à ce niveau-là, c'est carrément des choix. Donc je te laisse commencer, Alan, ton top 3 MVP. Donc moi c'est Giannis Antetokounmpo numéro 1, numéro 2 James Harden et numéro 3 j'avais une petite hésitation entre trois profils et je me suis tourné vers Nikola Jokic. Alors, pour ce qui est de Tom, il nous a carrément donné un top 5. Giannis en 1, Harden en 2, Lillard en 3, Jokic en 4, Embiid en 5. Pierre nous a donné juste le gagnant, c'est Harden, je débloque. Giannis, et quant à moi, j'ai Giannis aussi numéro 1, Harden 2, et en 3, j'ai mis Embiid. Alan, je vais te laisser commencer. Pourquoi Giannis, qui a été unanimement du coup élu MVP par les membres du podcast Dunk Hebdo? C'est un adage assez simple, mais ça reste le meilleur joueur de la meilleure équipe de la saison régulière. Souvent, ça peut aider à avoir le trophée de MVP, mais plus que ça, c'est un joueur qui a vraiment fait son entrée dans la cour des très très grands cette année, qui est le meilleur joueur, que ce soit offensivement, défensivement de son équipe, qui a un impact et une influence énorme sur le jeu de Milwaukee et qui fait que cette équipe est devenue une machine à gagner, une machine de guerre à l'Est. Alors l'Est n'est pas l'Ouest, mais ça reste quand même super fort. Ce qui a été fait de la part de Milwaukee cette année, ça se verra aussi potentiellement avec le titre de coach de l'année. Mais Giannis, pour moi, voilà, cette année, c'est sur le trophée de MVP, un peu comme sur le trophée de rookie de l'année, il y a une récompense au fait d'être bon du début à la fin, d'être excellent même du début à la fin. Et avec Giannis, on n'a pas eu de moments de latence ou de moments où il a été moins efficace, moins bon. Donc c'est aussi un trophée de la régularité et c'est pour ça que pour moi il est devant Harden. C'est un des arguments qui fait que je le mets devant Harden. Juste, oui, d'ailleurs, c'était ma première question en fait en théorie, mais j'ai mal agencé tout ça. Est-ce que ça a été facile pour toi de faire l'écart entre Harden et Giannis? Parce que pour être honnête, moi, et sur ma sélection, pour être totalement honnête, au début, en commençant, il y a 2 jours de ça, je me suis dit non, mais c'est mort, Giannis est MVP. Et plus on se rapprochait du podcast, plus je travaillais la question, plus Harden se rapprochait. Il n'a jamais dépassé Giannis parce que je maintiens Giannis numéro 1. Mais en fait, la course, elle est beaucoup plus serrée que je ne l'imaginais. Est-ce que ça a été ton cas aussi ou est-ce que pour toi, Giannis a une vraie marge? Ouais, non, je suis d'accord. Et c'est marrant parce que c'est un peu une inversion des rôles pour Harden qui, il y a 2 ans, prétendait à ce titre-là, mais Westbrook l'avait eu. L'année dernière, il l'avait gagné. Et cette année, plus on se rapproche et plus son cas est très très bon. Ce qui est sûr, c'est que sa saison, ça sera l'une des meilleures pour un joueur qui ne remporte pas le trophée de MVP. Sa saison, elle est exceptionnelle du côté de Houston. Mais oui, ça a été un petit peu compliqué de faire la marge est de plus en plus fine, on va dire. Mais Giannis garde quand même un écart et je me suis jamais vraiment trop posé la question d'un Harden devant lui. Je vais citer ce que a pu nous faire parvenir Tom, parce que Tom nous a fait parvenir avec chacun de ses choix un petit paragraphe que je dois lire, parce que je peux vous dire qu'une fois j'avais pas lu un de ces paragraphes sur une preview, je me suis fait défoncer, donc cette fois-ci je vais le lire. Je cite: Giannis a été le joueur le plus dominant cette saison. Il est passé de top 10 NBA à top 5 NBA et pour certains le meilleur joueur de la NBA. Il est monumental des 2 côtés du terrain. Son équipe est l'une des plus dominantes des 20 dernières années et il est de loin le meilleur joueur. Ce n'est pas de sa faute s'il est dans le système idéal pour lui et qu'il est maximisé par son coach. On ne peut pas retenir ça contre lui, comme le fait que ses lieutenants ne soient pas blessés comme Harden. Il n'y a que... C'est un peu long quand même. Il n'y a aujourd'hui que 7 victoires d'écart, soit 8% entre les deux. Et comme les Bucks atteindront normalement les 60 victoires, qui est psychologique pour moi, je vais vers Giannis.
il y a un élément dont je suis pas d'accord avec tous les arguments de Tom, mais il y a un élément dont tu as déjà parlé et sur lequel je suis entièrement d'accord, c'est la constance. Enfin, quand on regarde les mois par mois de Giannis, il y a un truc qui est impressionnant, c'est que tu as l'impression que c'est une copie conforme de mois en mois, en fait. Enfin, il n'y a jamais eu trop de coups de mou là où, et je pense que quand tu parlais de ça, tu pensais à Harden, là où Harden il n'a pas été mauvais sur le début de saison, loin de là, mais il a pris, on va dire, 1 mois et demi avant d'entrer dans ce mode superstar incroyable. C'est ça. Et ça se marquait comment? Ça se marquait avec des Rockets qui étaient bien moins bons. Les Bucks ont pris le leadership très vite de la conférence Est et ils l'ont jamais lâché en fait. Tandis que vous avez fait un épisode début novembre, après 2-3 semaines de compétition, où Houston ça marchait pas trop, il y avait des blessés. La défense était vraiment pas au rendez-vous. Ils avaient dû faire revenir le coach spécialiste de la défense, assistant de D'Antoni. Tandis que là, avec Giannis, on avait cette constance vraiment du début à la fin. Tandis qu'Harden, ouais, on a eu vraiment un énorme coup de chaud en décembre, janvier et jusqu'à la mi-février, qui a vraiment relancé un petit peu le débat qui n'avait pas tellement lieu d'être auparavant, même si Harden faisait déjà un très très bon début de saison. Il avait vraiment levé son niveau de jeu et ça pouvait pallier sur le bilan de Houston qui est moins bon que le bilan de Milwaukee. Je suis d'accord, et le fait qu'on se pose la question, pour moi, alors si Harden entend ça, ça va jamais le satisfaire, mais c'est quand même un témoignage de la qualité de la saison d'Harden, parce que Giannis a quand même le meilleur bilan de la ligue, c'est le meilleur joueur de l'équipe avec le meilleur bilan. Il est probablement, on va en parler, mais c'est pas scandaleux de le mettre très très haut dans la course au défenseur de l'année. Et malgré sans doute le CV parfait pour être MVP, la question peut se poser par rapport à Harden. Je pense que c'est un témoignage de la saison assez incroyable que livre Harden, mais moi j'avoue ce qui a fait pencher la balance, c'est tout simplement, c'est ce que j'ai dit là, c'est le fait que Giannis, et si tu fais un classement du défenseur de l'année, pour moi il est dans le top 5, et là où Harden, ça a été la bascule en fait. Je pense pas que la différence offensive entre les deux justifie le gouffre défensif. C'est clair, c'est ça. Et encore une fois, la saison d'Harden restera comme l'une des meilleures pour un joueur qui ne remportera vraisemblablement pas le titre de MVP. C'est vraiment quelque chose qui est de très très fort de sa part. Et comme tu as dit, le fait qu'il crée potentiellement le débat, qu'il crée la question entre les deux, qu'il mette un minimum de doute, c'est un tribut pour vraiment sa saison très très forte offensivement, statistiquement. J'en avais parlé avec Tom il y a 2 semaines. Il est en nombre de points, il est quasiment pas loin des 3000 points sur la saison. C'est invraisemblable comme stat. Donc ça prouve. Mais en même temps, ça va avec la montée des chiffres, le jeu d'Houston qui a été aussi très caricatural vers lui. Ça peut peut-être déjouer. On peut se dire, on lui a mis tout le travail à faire, mais en même temps, d'autres vont dire le volume de shoot qu'il avait à en prendre font que ses stats étaient gonflés. Tu as des arguments qui peuvent aller des deux côtés. Ce qui est sûr, c'est qu'il a fait une énorme saison. Puis j'ai toujours du mal avec l'argument de la responsabilisation. En fait, à basse échelle, oui, parce que je pense que tous les joueurs NBA sont assez bons pour performer dès qu'ils sont responsabilisés. Mais là, on parle d'Harden, il a le 2e usage de l'histoire. Je veux dire, en termes de points par match, c'est la 8e perf de l'histoire. Là. Enfin, il est sur les bases de la 8e perf de l'histoire. C'est la 2e depuis 80. Il n'y avait que Jordan avec sa fameuse saison à 37 points de moyenne. Je veux dire... on en voit tous les ans des joueurs très forts offensivement qui sont responsabilisés au taquet. On a rarement ce genre de résultat. Donc il faut souligner ça. Mais voilà, Giannis, j'avoue qu'il a le CV parfait, Giannis. C'est même pas contre Harden, c'est vraiment que le CV de Giannis est parfait. Juste une petite question, parce que tu sais que j'adore titiller, que je suis d'une mauvaise foi sans limite. T'avais Paul George la dernière fois où on a fait ça. Est-ce que c'est son mois de mars qui a tout fait? Ouais. C'est le mois de mars de lui, le mois de mars et début de mois d'avril d'OKC plus en général, qui fait que si Paul George avait réussi à garder le Thunder top 3, comme il l'était au moment où on avait fait l'épisode, il aurait gagné du crédit, il aurait été 3e de cette course. Là, pour une équipe qui termine 7e, je trouve que c'est un peu plus délicat et il a été moins bon offensivement, il est moins adroit. Pierre l'a bien mentionné dans son podcast, ça défend moins bien de manière collective et donc un petit peu lui de manière individuelle du côté d'OKC. Donc c'est pour ça qu'il perd des points. Ouais. Mais je suis totalement d'accord. On parlait de cette constance. Le mois de mars de Paul George a été très très compliqué. Moi de base je l'avais pas aussi haut, mais il était bien sûr dans la course. Enfin selon moi.
Mais là, c'est clair que, il a tout perdu sur le mois de mars. Je veux dire, en termes de pourcentage, il s'est complètement éteint. Et la course au MVP est trop demandante. Trop demandante, ça ne veut rien dire. Enfin, elle est trop exigeante pour que tu puisses passer un mois de mars où tu es à 34% à 3 points, tu vois, et à peine au-dessus des 40% au tir. Enfin, c'est trop limite. Je ne sais pas si tu veux discuter du troisième joueur que tu as mis, Jokic, parce que tu m'as dit que tu hésitais avec 3 autres joueurs. Ouais, j'hésitais avec Embiid, notamment. J'hésitais avec Damian Lillard, qui fait une bonne saison aussi, qui fait une très bonne saison. Aussi Curry, t'as beaucoup de joueurs comme ça. Après, le nombre de matchs manqués est un peu un frein à certains éléments. Kawhi, par exemple, qui pour moi perd pas mal de crédit au vu de ça. Mais ouais, c'était plus le débat Jokic versus Embiid, qu'on avait eu d'ailleurs un peu avec Tom sur le retour du DH20. Et en fait, ça va paraître très bizarre parce que il y aura une différence entre ça et mes All-NBA Team qu'on verra plus tard. Mais la saison de Jokic dans une équipe de Denver où il y a eu beaucoup de turnover, que Malik Beasley et Monte Morris étaient autant responsabilisés, ça, c'est bien pour l'effectif, mais ça prouve aussi qu'il y a eu des blessures, il y a eu des joueurs qui ont sous-performé, il y a eu un effectif qui n'a pas été hyper stable, et le stabilisateur de ça a été Jokic, pour une équipe qui a été toute l'année devant à l'Ouest, qui a gagné beaucoup de matchs, et donc rien que pour ça, je pense qu'Embiid est un meilleur joueur, mais dans la course MVP, je le mets devant Embiid. Parce qu'il est plus valuable. Voilà, je pense que ouais, c'est ça. Même si Embiid est très valuable, on l'a vu lors des 3 derniers matchs de Philadelphie où il n'était pas là lors de leur road trip, ils ont tout perdu quasiment. Donc ça prouve qu'il est très valuable. Mais à côté, c'est Tobias Harris, c'est Ben Simmons, c'est Jimmy Butler. Tandis qu'à côté, pas mal de la saison, Millsap était blessé et moins bon, Gary Harris a été blessé, Will Barton a été blessé. Et c'était vraiment, des fois, ça terminait des matchs avec Monte Morris, Malik Beasley, Torrey Craig. Donc Jokic, pour moi, gagne du crédit sur ça. Ouais, ça peut se comprendre. J'avoue que Jokic, j'ai hésité un peu. J'ai donné la primauté à Embiid juste parce que je pense qu'il fait aussi une saison exceptionnelle comme Jokic, mais il y a aussi l'aspect défensif qui compte aussi et où Embiid a été bon. Enfin, tout simplement. Après, on est d'accord pour dire que le troisième là est très 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 loin des deuxièmes. On n'est pas comme par exemple l'année où il y avait eu Kawhi Leonard, Russell Westbrook, James Harden. Là on est vraiment sur une année où c'est une course à 2, à 1,5, ça dépend. Parce qu'il y a encore des gens qui mettent Harden et je les comprends, c'est loin d'être scandaleux, mais voilà. Giannis MVP. Embiid aussi, qui est juste pour noter, qui gagne du crédit dans la capacité qu'il a à faire éjecter des joueurs adverses dans les gros matchs. Ça fait 2 fois et c'est notable. Voilà. C'est une skills plutôt intéressante, tu vois. Enfin, ça peut servir exactement. Sur un match de playoff, ça peut servir. Voilà, ça, sur une série de playoff, ça peut servir. Voilà. Ouais. Ah, et juste avant qu'on enchaîne, on va enchaîner par le rookie de l'année. Une stat qui est assez incroyable sur James Harden, qui date de la fin du mois dernier, mais qui est juste incroyable. Au niveau des possessions jouées en ISO, en total. Giannis est 5e, il en a 226 au total. C'était il y a plusieurs semaines de ça. Le deuxième, c'est DeMar DeRozan, il est à 260. 260 DeMar DeRozan, deuxième. Premier, James Harden, il est à 1015. 1015. 4 fois plus. C'est de la folie. C'est irréel. Et la stat, je l'avais entendu dans le podcast de Nate Duncan. Moins de 15% des paniers de Harden font suite à une passe décisive. C'est rien du tout. Enfin, c'est un peu ce qui fait que certains ont un peu du mal avec Harden en ce moment et je peux aussi le comprendre. C'est vraiment ce côté one-man show total. On enchaîne par le rookie de l'année. Pour notre spécialiste draft, Alan, c'est forcément un trophée qui lui tient à cœur. C'est vrai. Tout simplement, qui est-ce que tu as mis comme gagnant du rookie de l'année ? Tu nous as donné un petit indice tout à l'heure, faut être honnête. Ouais, j'ai mis Luka Doncic. Un peu quand même, comme l'argument sur Giannis, sur la linéarité de sa saison en quelque sorte, sur le fait que voilà, c'est un joueur qui a vraiment été bon du début jusqu'à la fin, il est arrivé très fort. Dès le début, il a vraiment montré qu'il était au-dessus d'autres joueurs de cette classe de draft. Et puis voilà, sur la saison, l'impact qu'il a dans le jeu de Dallas, avant que Dallas se mette en mode de tanking organisé, à peu près après qu'on ait fait l'épisode du Power Ranking, c'était une équipe qui était dans un bilan pas si catastrophique que ça. Là, elle essaye d'aller récupérer son choix de draft envoyé à Atlanta, donc elle perd des matchs, Carlisle sort des line-up improbables. Mais quand Doncic était entouré de joueurs solides, avec des line-up pas affreux, il était vraiment hyper à l'aise. Et puis il a eu des moments où tu te dis,
c'est important aussi pour un rookie, des flashs où tu dis, ok, le match contre Houston, où il termine avec 2 step back à 3 points pour gagner le match, avec Harden qui défend sur lui, il arrive quand même à prendre l'avantage, des shoots incroyables qu'il a mis, voilà, l'image qui reste de ça, et la facilité, la pureté de son jeu, qui est vraiment intéressante, et c'est pour ça que je le mets devant Trae Young. Tom a fait le même choix, il a mis Doncic, et Pierre aussi, moi aussi. Encore une fois, on n'est pas très marrant cette année, mais unanimité. On a raison, donc... Je vais vous lire ce qu'a dit Tom. Doncic a été le meilleur première année cette saison, mais il ne mérite pas pour moi d'être unanime. Trae Young a plus progressé du match 1 au match 82. Et quand... Tom, fais-moi des phrases plus courtes, s'il te plaît. Non, mais franchement, il n'y a pas de point dans cette phrase. Trae Young a plus progressé du match 1 au match 82. Et quand son supporting cast s'est amélioré, l'équipe a fait un vrai jump. Et c'est quelque chose de très important pour moi. C'est une phrase. Hein. Je précise que c'est une phrase, tout ça. Doncic est peut-être moins bien sur la fin de saison, mais l'écart est trop important. Toutefois, on ne peut pas le défendre et dire que le trade de Dallas a saboté sa saison. Et ne pas être plus indulgent. Et avec le début de saison de Trae Young qui a commencé la saison avec un roster pire que celui avec lequel finit Doncic, et il y a que peu de victoires d'écart entre les deux équipes. C'est une phrase aussi, ça. On a compris l'idée. On taguine. Je pense que Tom a tout dit, et tu l'as dit aussi, la régularité. Trae Young, je pense qu'il a perdu le trophée à un moment très très simple, c'est son mois de novembre, où il a quand même shooté à 19% à 3 points. Ouais. En 2018, il a perdu le trophée. Ouais, totalement. En fait, post-All-Star Game, il est rookie de l'année, sauf que le rookie de l'année se joue sur l'intégralité que Doncic a eu. Et j'aime bien ta comparaison avec Giannis, c'est que du début à la fin, il a été constant. Il est peut-être un peu moins bien, mais je pense que ça doit être compris dans un contexte d'équipe qui joue plus grand-chose. Il est rookie de l'année sans trop de débat. Parce que Trae Young post-All-Star, il est en 26-8, 26-9. Hein, ce qui est très très fort. Hein. Et une équipe qui gagne. Et pour l'avoir vu avec Taurean Prince, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a déjà un début d'effet Curry, c'est-à-dire qu'il offre un paquet de paniers à ses coéquipiers juste par sa simple présence en fait. Parce que les équipes ont peur, on commence déjà à avoir peur. Donc non, c'est ça. John Collins, c'est un bon joueur, hein, mais il profite beaucoup de la présence de Trae Young sur le terrain. C'est ça, S'il a des stats autant importantes, c'est parce que Trae Young est présent. Et comme l'a dit Tom aussi, l'effectif c'est marrant parce que regarder une feuille de match pendant les matchs d'Atlanta, normalement les bancs se limitent à 3-4 joueurs, tandis que Lloyd Pierce, lui, il fait jouer tout le monde. Parce que tout le monde joue, je sais pas, t'as dû ressentir ça aussi quand t'as dû regarder Atlanta, tout le monde joue. Parce qu'il n'y a pas vraiment de joueurs exceptionnels, le banc, c'est un peu compliqué. Beaucoup d'Alex Len, des Justin Anderson. Et de Ken Bazemore, au début de saison, C'est ça, Ken Bazemore, Justin Anderson. Là, ils jouent avec des joueurs de G-League dans l'effectif. C'est pas simple et l'effectif est vraiment pas mirobolant. C'est vraiment pour l'avenir. On avait parlé avec Pierre, Trae Young à Atlanta, c'est vraiment à suivre. Mais Doncic gagne ce trophée. Ouais, c'est ça. C'est comme l'a aussi dit Tom, il n'y a peut-être pas eu la progression qu'a eu un Young, mais Young a vraiment connu. Il ne faut pas non plus être dans la défense bête et méchante, hein. On ne l'est pas. Le début de saison de Trae Young était très, très, très difficile. Hein. Enfin, très, très difficile. Au shoot. Ouais. Et vu que le tir est très important dans son jeu, ça a vraiment empêché. On en parlait en mal un peu de Trae Young au début. Hein. Donc, ça prouve que, tandis que ensuite, on a toujours parlé en bien. Après, vu que des fois, il y a une justice dans le monde, est-ce que ça va permettre de réconcilier tout le monde, de pas se dire... on peut dire que Young est bon, on peut dire que Doncic est bon sans casser forcément l'un et l'autre. Est-ce que ça va être Non, en fait, c'est pas possible parce que j'ai été sur Twitter, les gens reprennent les guéguerres. Mais voilà, c'est deux jeunes exceptionnels. On va arrêter, comme on le dit depuis des mois maintenant, on va arrêter d'en défendre un en cassant du sucre sur l'autre. Enfin, je veux dire... C'est ça, ouais. Bref. Après, ils sont liés à vie par le trade. C'est ça le gros problème. C'est ça. Peut-être, ce qui est intéressant, c'est si tu as un troisième joueur à donner pour le rookie de l'année. Parce que je vois que Tom a donné Bagley. Ouais, Bagley, en fait, voir le trophée de rookie de l'année comme une progression du match 1 au match 82, c'est quelque chose d'intéressant. Et Bagley serait ce joueur-là. Ayton est un bon joueur, mais dans le marasme de Phoenix, c'est un peu compliqué. Après, il fait ses stats. Ça, j'aurais donné Jaren Jackson Jr. en ma troisième. Et je suis surpris que mais c'est Tom et Memphis, il va jamais vraiment trop mettre en avant. Parce qu'il anticipe la déception, tu vois. Il sait, tu vois. Donc, mais j'aurais mis Jackson Jr. Ouais.
Moi, je mettrais Ayton juste par pitié pour lui, parce que je sais même pas comment tu peux le juger à Phoenix, ouais. en fait. Sans meneur, tout ça, ouais. Ouais. Enfin, après, c'est pas non plus, c'est pas Calimero, il a aussi sa part de responsabilité défensivement, notamment, mais ouais. c'est tellement difficile de le juger dans le contexte là. J'avoue que je sais pas, peut-être lui troisième, mais encore une fois, je pense qu'on est sur une course où il y en a un qui est. Les deux courses se ressemblent vraiment. Il y en a un qui est au-dessus, l'autre qui gratte. Et en gros, s'il y a 20 matchs de plus, peut-être que Young dépasse Doncic, peut-être que Harden dépasse Giannis, mais bon, les deux vont l'avoir sur la régularité et la constance. Défenseur de l'année maintenant. C'est sans doute déjà le plus dur qu'on ait eu à faire pour l'instant. Ouais, même si voilà, j'ai mis Rudy Gobert, moi. D'accord, en fait, on va tous mettre les mêmes en fait. J'ai mis Rudy Gobert, Paul George. Après, pour les extérieurs, c'est toujours compliqué de mettre ça, mais ouais, Rudy Gobert, Paul George, Miles Turner, c'est un peu le top 3 que j'ai. J'ai aussi Rudy Gobert numéro 1. J'ai le même top 3. Enfin non, j'avais fait plutôt un top 2, j'avais pas mis de Miles Turner. Parce que, je sais pas, Miles Turner, j'avais vu 2-3 stats passer, notamment sur NBA.com, et Turner, je pense qu'il est dans une bonne défense, mais c'est pas le pilier. Tom, du coup, avait mis Gobert, PG, Giannis, et bon, là, c'est pas une surprise, Pierre a mis Paul George. Comment Paul George... J'ai l'impression que c'est un peu comme le trophée d'MVP, c'est un trophée qu'entre grosses guillemets, Paul George a aussi perdu. Ouais, il l'a pas. Et en plus, là, c'est pas que de sa faute. Parce que défensivement, et Pierre l'avait dit dans son épisode, la défense collective du Thunder, qui était un peu le point fort de l'équipe en début de saison, c'est un peu dilué parce que le OKC s'est mis à mettre beaucoup de points, beaucoup de paniers, et donc c'est un peu oublié la défense. Mais le problème, c'est quand il mettait plus de paniers, la défense était plus tellement présente aussi. Et dans un calendrier plus difficile, Paul George a un peu pâti de tout ça. Et défensivement, il a eu un impact, une influence moins importante. Là où Gobert, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'il a commencé avec une équipe d'Utah mal, quand il jouait des matchs compliqués et un calendrier pas facile, beaucoup de matchs à l'extérieur, et la défense n'était pas hyper présente, à une montée en puissance où maintenant Utah retrouve son niveau et ils vont gagner 50 matchs avec la meilleure défense de la ligue. Je pense que... Alors c'est très bête ce que je vais dire, mais j'aurais limite pu le donner à Giannis. Le seul problème, c'est que je peux pas donner un doublé MVP défenseur de l'année comme ça. Mais... Ah ouais, ce serait vraiment un gros doublé là. Ouais, tu vois, mais sur le papier, je trouve que Giannis a vraiment... Il est déjà... C'est les deux meilleures défenses NBA, le Jazz et les Bucks. Embiid aussi, peut-être. Ouais, Embiid est pas loin non plus, mais je pense que j'étais pas loin de le donner à Giannis, mais je me suis dit c'est un trop gros doublé. Et Gobert, bah voilà... je veux dire, il altère, c'est aussi un peu ce qu'a dit Tom dans son paragraphe que je vais lire, désolé Tom, mais je vais pas le lire intégralement, mais où il nous explique que en gros, il est très loin au defensif real plus minus, il est très loin numéro 1 devant ses adversaires, et qu'en gros, bah, c'est lui le pilier de la défense, et que ça permet aux autres de jouer être plus agressif défensivement. Et c'est vrai que quand tu regardes Utah, ça m'avait marqué quand j'avais dû un peu regarder Derek Favors, qui était un moment très triste de ma vie, il faut être honnête. Ils changent leur façon de jouer quand il y a Gobert sur le terrain. Et je pense que ça veut un peu tout dire. C'est ce qui fait que des fois l'impact, tu peux pas le mesurer tellement statistiquement, mais il est incroyable. Donc Gobert, mais je mettrais Giannis deuxième très 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 proche. Ok, d'accord. Ouais. J'ai rien à rajouter, je bégaye un peu là parce que j'ai pas trop d'arguments. Mais c'est pas marrant cette année en fait. Il y a que des courses. On va peut-être rentrer sur les trucs. Et encore maintenant, on tombe tu vois, sur. Imaginez un MVP en même temps joueur défensif de l'année, c'est quand même. Dans une ère où les stats sont un peu gonflés, donc c'est plus dur un petit peu vraiment d'être plus fort de ressortir plus défensivement, et en même temps il y a beaucoup de monde qui met pas mal de points, et donc c'est vraiment ça encore une fois c'est tributaire de la saison de Giannis quoi. C'est ça, ouais. Moi il y a un moment où j'ai hésité à me dire pourquoi pas lui donner deuxième MVP, mais tu vois, lui mettre deuxième au MVP et défenseur de l'année, mais je me suis dit arrête de réfléchir comme ça, c'est totalement stupide. T'aurais pas été content là. Ouais. Puis voilà. Je serais énervé pour les playoffs. Je pense, légèrement. On va enchaîner. Alors, le coach de l'année, allons-y. Tom a donné Dave Jorger avec des mentions à Rivers et Mike Malone. Qu'est-ce que tu nous donnes, toi, Alan, alors que Pierre a été un peu plus conventionnel et a donné Mike Budenholzer? Moi, je donnais Budenholzer, Rivers. C'est vraiment les deux, entre les deux. Ça va vraiment se dessiner entre les deux. Malone, potentiellement, mais un petit peu derrière...
Mais ouais, Budenholzer. De toute façon, c'est la saison Made in Milwaukee. Hein. C'est ça, ouais, totalement. C'est depuis le début et c'est ça. Hein. Donc, la seule chose peut-être qui a été ratée du côté de Milwaukee, c'est le développement de DiVincenzo en tant que rookie un peu haut drafté, quoi. Mais c'est la seule chose ratée cette année, quoi. Et encore, il a eu des blessures. Mais sinon, tout le reste s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Et Budenholzer... Alors, est-ce que Budenholzer gagne pas aussi du crédit grâce à Jason Kidd? Peut-être. Bah, c'est ce que met Tom quand il justifie, je cite, je ne mets pas Bud car l'an dernier les Bucks ont sous-performé. C'est surtout que le fait de passer de Kidd Prunty à lui enjolive beaucoup sa candidature. Il a changé la stratégie et c'est tout à son honneur, mais l'équipe était vraiment très mal drivée à la base. Mon problème avec cet argument, c'est qu'on ne sait pas en fait ça vraiment. Voilà, c'est ça. C'est des prévisions. Et puis Budenholzer est arrivé avec son idée, son schéma. Il a ramené des hommes pour mettre en place des choses. L'arrivée de Brook Lopez, défensivement et offensivement, a un super impact. L'arrivée de certaines recrues bon marché qu'il a réussi à faire. Ersan Ilyasova, Pat Connaughton, la prolongation de Bledsoe, je suis pas sûr qu'il y soit étranger. C'est ça. On aurait vu un changement, ça serait un changement à l'intérieur de la saison. Disons, Kidd fait 35 premiers matchs pourris, Budenholzer arrive, et ensuite, il y a le changement. Là, je me dis, c'est intégralement la faute de Kidd. Mais il y a peut-être des facteurs extérieurs, tu vois. Puis Prunty, il n'a pas non plus joué, il n'a pas non plus fait 600 matchs avec eux. Non. Donc, je sais pas. En fait, ouais, c'est toujours délicat. Il y a tellement d'histoires qu'on peut faire et refaire en sport, en NBA. Mais là, Budenholzer, sa candidature, elle est meilleur très, très bilan de la crédible. ligue. Tu vois, meilleur bilan de la ligue. En plus, c'est un coach qui a réussi ailleurs avant. Donc, on peut pas non plus dire peut-être que c'est un coach qui profite de ce qu'il a sous la main. Parce qu'il a réussi à faire des très grosses saisons avec des effectifs moins ronflants qu'il y a cette année. Cette année, il a deux All-Stars, un MVP, un joueur qui va sûrement gagner le titre de MVP. Donc oui, il est aidé, mais le système qu'il a mis en place, les petits recrues, les petits achats qu'il a réussi à faire, le changement de jeu vers un jeu beaucoup plus analytique, il doit en tirer le crédit. Après, j'avoue que Dave Jorger, je pense que je l'aurais mis deuxième, moi, parce que vraiment, c'est la belle histoire de cette saison, Sacramento. C'est d'ailleurs dommage qu'ils ne soient pas en playoff, ça aurait pu un petit peu ponctuer leur belle saison, mais c'est vrai que la progression a été assez immense. Et il faut le souligner. Je pense qu'il sera très haut. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit deuxième au coude à coude avec Rivers. Mais je pense que Budenholzer, tu l'as dit, c'est la saison des Bucks. Et souvent, quand une équipe marche comme ça sur la saison, les trophées ont tendance à un petit peu vouloir représenter. Il y a une narrative en anglais, mot qui est difficilement il n'y a pas de traduction. Tu vois, il y a une histoire, tu vois, quelque chose comme ça. Et c'est un peu ça du côté de la NBA cette année, c'est les Bucks. Et donc, ça en revient à Budenholzer. Rivers, je le mets haut parce que j'avais un peu été méchant il y a 1 an et demi avec lui. Épisode de Noël fin 2017. T'as une bonne mémoire. Hein. Ouais, je me rappelle absolument rien de ce qui se Si, en disant que c'était ma déception un petit peu. Je comprenais pas tellement ses méthodes. Je trouvais qu'il devenait un petit peu une caricature de lui-même. Et tandis que là, cette année, c'est un peu tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il a un effectif moins ronflant et je pensais qu'il allait tout droit devoir baisser la tête et dire oui au tanking, peut-être décider plus haut. Et non, en fait, il y a eu son meilleur joueur tradé en cours de saison et finalement, c'est une équipe qui va faire les playoffs donc, à l'Ouest. Donc il gagne du crédit sur ça. Rien à rajouter. Il y a eu pas mal de... On va dire que dans un monde où il n'y a pas Budenholzer et les Bucks, ça aurait été un trophée super intéressant. Ouais. Mais là, 3-4 noms. Mais là, ils écrasent honnêtement un peu tout. C'est ça. On enchaîne avec, allons-y, 6e homme de l'année. Alors là, on est sur les... Ton trophée préféré. Vas-y, moi, j'ai même pas... Honnêtement, j'ai mis... Enfin, ça ne m'inspire tellement pas. Tu as mis qui? Tom a mis Lou Will. Ouais, c'est le trophée Lou Will Jamal Crawford, quoi. Pierre a aussi mis Lou Will. Et Lou Will, il est fort, quoi. C'est ça le problème. Moi, j'avais course à 3 entre Lou Will, Sabonis et Montrezarel, mais je le donne à Lou Will. Je pense aussi. Après, le truc avec Lou Will, c'est Tom qui le dit dans son paragraphe, c'est un des meilleurs joueurs à son poste, en fait. Et dans ce qu'il fait aussi. Exactement. C'est-à-dire avoir Lou Will qui joue le pick and roll face à des remplaçants, ça enjolive totalement ce qu'il fait et puis il le fait très bien et
Et le fait d'avoir Harrell cette année avec lui, le combo des deux, le banc des Clippers met à mal beaucoup de monde. Puis je pense que c'est important aussi de le donner à un joueur des Clippers parce que c'est un symbole en fait. De leur donner le 6e homme à une équipe qui s'est basée sur le collectif, c'est un peu montrer aussi que voilà, c'est un trophée un peu... C'est bête de parler de trophée collectif, mais sachant qu'un de ses principaux concurrents, c'est un de ses coéquipiers, ça serait pas mal. L'idéal aurait limite été de faire un co-6e homme de l'année, Harrell Williams, pour vraiment montrer que c'est un effort collectif. C'est ça, le banc de l'année, quoi. Le banc. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois très bien. Ouais, c'est ça. Mais en gagnant, il rejoindrait, comme j'ai dit, Crawford avec 3 chacun. Parce que depuis qu'on regarde la NBA, j'ai l'impression que c'est toujours l'un des deux qui gagne. C'est toujours l'un des deux, ouais. C'est assez ouf. Sabonis aussi fait des bonnes choses et a une belle progression, mais je crois que c'était Tom qui a dit dans un podcast, trouver 6e homme de l'année, c'est un trophée statistique, souvent. Et donc, mais là, comme là, surtout, tu l'as dit, l'influence et l'impact du banc des Clippers dans leur bilan et tout ça fait que... Parce que c'est quand même il y a quand même des 2 rookies titulaires aux Clippers. Ouais, donc, il faut ça serait... Ouais, vas-y. Faut que derrière ça marche, tu vois. Faut que derrière c'était des joueurs forts, tu vois, pour assurer le coup, parce que c'est des bons jeunes, oui, mais c'est ni Trae Young et Luka Doncic, hein, donc ça prouve aussi qu'il y a du crédit à donner aux joueurs de banc de l'effectif. Ouais, mais totalement. C'est pour ça, pour le symbole, je pense que le donner à Lou Will, ça serait pas mal. On enchaîne, hein. C'est pas trop marrant. Franchement, cette année, c'est pas l'année la plus marrante parce que je pense que sur un peu tout, on est d'accord. C'est affreux, ouais. On va finir par le MIP. Alors, MIP, Pierre a donné Pascal ou Gang. Et Pierre est très proche du compte FR Pascal Siakam France. Hein. Il y a une osmose entre c'est les le deux. Gang. C'est le gang, forcément. C'est l'osmose. C'est l'osmose. Tom a donné Pascal Siakam aussi. Je donne Pascal Gang Siakam aussi. Alors moi, je donne Siakam, mais quand même, j'étais un peu en hésitation avec Bud Hield. Mais Pascal Siakam remporte ce trophée. Parce que tu as réussi à trouver un bon argument pour moi, c'est qu'on a souvent cette idée débile de donner le trophée de MIP à des joueurs qui sont dans leur année 3 ou plus. Donc c'est l'idée que j'avais pour Bud Hield. Et après avoir checké certaines stats avancées et réfléchi, est-ce que De'Aaron Fox n'a pas connu une plus grande progression que Bud Hield du côté de Sacramento? C'est un argument recevable, donc c'est pour ça que Siakam... ouais, c'est ça. Je pense que Tom le résume bien, passer de joueur de rotation à quasi niveau All-Star. Et c'est vrai le deuxième meilleur joueur de l'équipe, dans une équipe où il y a eu des blessés, il y a eu des turnovers, il y a un banc qui a dû être refait, lui il est arrivé dans le 5 directement. Et il y a des fois où il prend les clés du camion. Enfin, c'est pas un deuxième... Puis surtout, Kawhi a raté une 20aine de matchs. Tandis que lui, il a été là toute la saison, Siakam. Et dans les matchs ratés, ils étaient pas... Kyle Lowry a fait une saison plus collective et moins forte individuellement. Et donc, Siakam a eu de facto plus de responsabilités. Donc, tout le crédit revient au gang. Qui va fêter ça, je pense, fièrement. Ouais. Parce qu'il faut dire qu'il y a 2 ans, mais plus que ça, mais faire un compte FR sur Pascal Siakam, faut avoir de la clairvoyance. Moi, j'ai une très bonne mémoire, Ben. Et il y a le premier match de sa saison rookie, il était titulaire, Pascal Siakam. Et on s'était dit, mais attends, c'est qui Pascal Siakam? C'est vrai. J'avoue, mais les bandes sont disponibles. Tu vois, New Mexico State et tout. Déjà, quand je l'avais vu à la draft, fin de premier tour, je me dis, oh purée, lui, je le connais pas trop. J'ai dû l'entendre une fois, et je me dis, bon, ok. Et la titulaire, on rigolait un peu, tu vois, sur le poste 4 totalement. Tu vois, on en rigolait. L'année dernière, on a compris que ça pouvait être un solide joueur de rotation. Cette année, il a montré autre chose, donc c'est très bien pour lui. Et pour les Raptors aussi. Et vu qu'on est plutôt d'accord par rapport aux joueurs que tu aurais pu mettre après, je suis assez d'accord sur on en a parlé en off, mais sur le De'Aaron Fox, la tradition veut qu'on ne donne pas ça à un joueur qui est sophomore. Mais De'Aaron Fox, il est quand même passé d'une saison rookie très difficile à là, c'est un meneur. Est-ce qu'il est top 15 à sa position? Je pense qu'on peut dire que oui. Enfin, où il doit pas être bien loin. C'est ça. Il est devenu une menace au tir, ce qui a totalement libéré son jeu. Le fait qu'il soit respecté, maintenant, respecter un minimum, ça change tout. Il est le dynamiteur de son équipe qui joue vite. Il est très important. Il met toujours de la hargne. Il met toujours des choses comme ça. Et ouais, sa progression au shoot est dans sa meilleure qualité de passe. Et faire beaucoup moins de pertes de balles. Très, très importante pour lui qui reste un très jeune joueur. Hein. C'est un très jeune joueur, Fox. Ouais, donc
il mérite d'être dans les mentions. Tom avait mis Nick Vucevic. C'est vrai que Vucevic a aussi fait une bonne progression, mais je pense que c'est un trophée qui va difficilement échapper à Pascal Siakam. On va enchaîner par notre trophée. Ça c'est vraiment... Là, moi, je suis content. Bon, c'est fait maison, ça. On n'aime pas taper sur les gens gratuitement, mais on avoue que celui-là, au moins, il va apporter un peu de joie à un épisode qui se résume à dire, on est d'accord. Le trophée Isaiah Thomas, a.k.a. la descente aux enfers. Ouais, j'ai John Wall, moi. Moi, j'hésite entre John Wall et Melo. Est-ce que Melo était pas déjà bien profond dans les enfers? C'est ça. Melo était pas super bien, tu vois. Après la série OKC-Utah, il est pas au sommet de sa forme. C'est ça. Mais en même temps, il est signé par Houston et on te vend un petit truc quand même. Ouais. Donc, tandis que Wall, autant sur le terrain, le hors-terrain, son surpoids cet été, les photos. Sa photo cet été. La photo cet été, avec la barbe. Parce que je pense que si on enlève la barbe, c'est encore pire. Hein. Heureusement qu'il l'avait sur la photo. Le maquillage pour homme. C'est ça exactement. Il arrive, début de saison compliqué, la blessure, limite des petites rechutes, le contrat. Ah, rien ne va. Terrible. Ouais. Mais vous parliez du DH20 il y a 2 semaines. Ouais. 9e, il était. T'imagines? Alors déjà, de base, à l'époque, on avait dit... Nous, on n'était pas trop d'accord avec ça. Mais là, John Wall, il n'est pas top 25 NBA. Enfin, il a vraiment... Encore une fois, on ne va pas tomber dans le truc de dire que son équipe est meilleure sans lui. C'est faux. Mais il a vraiment connu une année super difficile et ça pose des questions pour la suite, c'est évident. Hein. Parce qu'on sait que le début de la déconstruction a commencé à Washington, entre le trade d'Auto-Porter, limogeage du GM, arrivée d'un nouveau GM. Un quid de John Wall là-dedans. Enfin, pour moi, c'est un secret de polichinelle. Ils ont déjà dû commencer à appeler à droite à gauche. Ouais, c'est clair. Et ils ont dû avoir aucune réponse positive, je pense. C'est pour ça que on en est là où on en est. Mais ouais, John Wall est quand même pas mal. Pierre avait aussi mis Carmelo. C'est vrai que Carmelo, tu m'as convaincu. Il partait pas très haut, pour être honnête. Puis même John Wall, c'est vrai, c'est la globalité. Parce que même ses déclarations à l'intersaison, je me rappelle qu'il avait dit encore que voilà, Washington, c'était une équipe que certains cadors de l'Est voulaient pas jouer. En même temps, tu fais une série pas bonne contre Toronto, qui ensuite se fait battre par Cleveland, sweepé par Cleveland. C'est la globalité. On peut revenir même à plus d'1 an pour John Wall, où ça va pas, quoi. À voir comment il va revenir. On lui souhaite que du bien. Ouais, c'est ça. Vraiment que du bien, qu'il revienne en bonne santé, quoi. Et moi, j'avoue, John Wall, j'ai hâte d'arriver sur sa fin de carrière parce que je me demande comment on va s'en souvenir de ce joueur-là, parce que je trouve que c'est un joueur qui a vécu sur son pédigré de premier choix de la draft pendant 15 ans. Moi, ça me fascine sur pas mal d'aspects, en fait. On lui a prêté des trucs souvent qui n'ont jamais été vrais à John Wall. Et j'ai été un des premiers à lui prêter des choses, à avoir à me tromper sur son cas. Ouais. Après, on a tous nos parts d'ombre à la main. Alan, t'inquiète pas. Mais... Ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant le fait du pédigré de premier choix de draft. C'est valable pour pas mal de joueurs. Enfin, je trouve qu'il a vécu sur ça quand même pendant pas mal de temps. Et sur des bonnes séries de playoffs sur ses premières années. Les premières années, contre Chicago et compagnie. Ouais. Et ensuite, il n'a jamais trop répondu présent. Et il a vécu un peu sur ses acquis. Et on va finir cet épisode par... des trophées qui n'existent pas, mais ça va permettre un peu de diversifier la conversation. Surprise et déception de l'année. Bon, allez, pour finir sur une note joyeuse, on va commencer par les déceptions. Tu comprends, parce qu'on va finir par surprise, du coup. C'est ça. Alan, ta déception de l'année, je peux deviner, on va vers où, hein. Mais je crois pouvoir deviner, mais vas-y quand même. C'est une déception, on attend d'être content, c'est ça. On attend d'être confirmé. Alors toi, tu es déjà dans le négatif, c'est bien. En disant on attend d'être confirmé. Moi, c'est Boston. Je pense que c'est une saison où, à chaque fois, pour regarder tous les matchs de Boston, à chaque fois qu'on s'est dit « Ah, là, c'est bon », en fait, c'était pas bon, tu vois. Chaque fois qu'on s'est dit « Ah, là, c'est parti, il y a une bonne série », en fait, non. Et ça a été une saison yo-yo, où on a atteint des plafonds très, très hauts. Tu gagnes des matchs très très forts, mais aussi des séries de défaites pas possibles. Et donc, c'est ma déception. Elle est en partie due à l'attitude un peu hors terrain étrange de monsieur Kyrie Irving. Elle est due à des role-players qui se pensaient plus stars que
que ce qu'il était du fait des playoffs de l'an passé. Hayward qui a eu beaucoup de mal à se remettre de sa blessure, là ça va mieux. Stevens qui a aussi parfois sorti des rotations un petit peu étranges. Voilà, ça a été un joyeux bazar, et en espérant que le sérieux revienne et qu'à partir de la semaine prochaine, on se mette en ordre de bataille. J'avais aussi parmi mes mentions pour les déceptions, ouais, ça a été vraiment une saison difficile, moi qui les voyais étincelants à 60 victoires. Ça a été une longue traversée du désert je pense que tu as tout résumé, les problèmes d'ego qui existent dans le vestiaire. Kyrie qui est pas exempt de tout reproche, malgré le fait que de mon œil extérieur, il tient quand même l'équipe sur bien des aspects, des fois. Et tu as raison. Donc c'est un mix bizarre, et à voir ce qui va se passer en playoff. Mais c'est bizarre, c'est que les playoffs approchent et j'arrive pas à imaginer un sursaut d'orgueil. Peut-être que je vends de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est-à-dire que tu nous vois sortir contre Milwaukee en demi de conf. Ouais. Surtout que ça se goupille pas dans votre avantage. Toronto ou Sixers, ouais, j'aurais pu me dire c'est pas fini. Mais là, je jouais Milwaukee dès le second tour. Ouais. Après, Milwaukee aussi, c'est peut-être pas le bon tirage d'avoir une équipe qui sera revancharde et qui voudra prouver. À voir. Ouais, il y a de ça. Mais ouais, c'est ma déception. Et ma vraie grosse déception, c'est les sophomores, moi, cette année. Ok. Forcément, côté Boston, bébé Tatum, comme il l'appelle Alan sur la conversation. C'est ce qui me gêne énormément. Donovan Mitchell, qui j'ai défendu, mais qui a fait un début de saison où il a eu vraiment du mal. Ben Simmons qui continue. En fait, c'est pas leur niveau qui me déçoit, c'est le manque de progression. Ouais. Globalement, à l'exception peut-être des bonnes surprises type Jarrett Allen qui font des... Ou Fox. En fait, globalement, on a l'impression que les figures de proue de la QV n'ont pas explosé cette année. Et moi, ça m'a énormément déçu. Lonzo a été blessé et même si vous t'avez dit dans l'épisode sur les Lakers qu'il avait prouvé qu'il pouvait faire partie de ce futur et que c'était un bon joueur, on le voit pas non plus comme un joueur majeur de la ligue. Fultz a été tradé. Josh Jackson et Josh Jackson. Ouais, non, c'est clair. Luke Kennard n'est pas mauvais à Détroit, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, il n'y a pas eu cette explosion, à l'exception, bien sûr, grosse exception avec De'Aaron Fox. Mais De'Aaron Fox, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Dennis Smith alors il avait certes le problème à cohabiter avec Doncic maintenant, ça a été un peu difficile pour lui, mais avait pas été bon. Quand tu continues le top 10, Frank a pas été... Enfin, nous, on est honnête avec Frank. Hein. Enfin, je veux dire, il a toujours pas justifié son choix, sa sélection à la draft. Jonathan Isaac s'est inscrit dans une saison d'Orlando prometteuse, mais c'est pas non plus la panacée. Enfin, vraiment, globalement, on va dire qu'entre l'année 1 et l'année 2, il s'est rien passé d'exceptionnel quand tu retires des mecs comme De'Aaron Fox. Collins, peut-être. Oui, c'est ça, ouais. C'est vraiment ceux qu'on attendait n'ont pas explosé. C'est assez décevant à ce niveau-là. Au niveau de ta bonne surprise. Ouais, c'est un joueur que j'ai eu le plaisir de regarder dans Profil. C'est D'Angelo Russell, a.k.a. le sang dans les veines glacé. I made for this shit. C'est ça, il est là. D'Angelo, même si bon, dans un coin de ma tête, parce que je suis extrêmement mesquin et j'aime avoir raison, j'aurais espéré que les Nets sortent des playoffs, parce que j'avais dit qu'ils les feraient pas à cause de leur calendrier. C'est pas passé loin, hein. C'est pas passé loin, mais je pense que là, ils ont gagné des matchs importants qui font qu'ils vont sûrement faire les playoffs. Et voilà, Russell fait une belle saison, très belle saison. Et puis ça embête un peu les Lakers, donc c'est toujours intéressant, quoi. Ouais. Mais surtout, il fait une saison incroyable entre l'avant et l'après-profil, en fait. Ouais. J'aimerais un peu de crédit. Ouais, mais tu mérites du crédit, parce que je me rappelle avoir cherché une stat comme quoi son record en carrière avant le profil, il avait genre fait 2 matchs à plus de 30, mais depuis, il en a fait il en a fait plein, et ça, c'est vraiment impressionnant. J'ai fait un choix un petit peu moins, un plus collectif, un petit peu moins fou, c'est les Kings. C'est la bonne surprise de cette année. Je suis vraiment content pour eux, et j'ai rien d'autre à dire. Ça fait vraiment du bien de voir les Kings qui, avec un peu d'espoir, une direction, et ça nous fait plaisir parce qu'on ne souhaite à aucune équipe, je le précise comme d'habitude, des mauvaises choses. Petite réflexion, t'as pas mis les Lakers comme déception ? Non, c'est vrai.
J'aurais pu mettre les Lakers, mais en fait, pour moi, la blessure de LeBron tend à excuser un peu. Tu tends à trouver une excuse, quoi. Tu te dis, bon, si jamais il avait été là sur la globalité de la saison, est-ce que ça aurait été la même limonade, d'expression vieille, mais que j'emploie ici? Je pense que ça atténue un peu la déception. Pour moi, ça atténue vraiment même. Oui, il y a ça se défend, hein, comme quoi, simplement, ils auraient pu être... Ils sont en play-off avec LeBron, ça se comprend. Tu vois, ouais, c'est ça. Puis en même temps, on avait été très rapidement... L'épisode où LeBron signe, je me rappelle que la globalité du propos qu'on avait tenu en juillet, c'était c'est pas une saison où ils vont jouer le titre non plus. C'est vrai. Mais ça, tu vois, quand on tire le bilan de la saison, ce qu'on fait un peu là, je trouve que c'est un truc qu'on a oublié à partir de mi-novembre, on a oublié ça. Totalement, ouais. On avait parlé du projet sur plusieurs années, de LeBron sur l'année 1 vu que Paul George n'avait pas signé avec lui et compagnie, on était sur un projet plus sur 2 ou 3 ans. Ouais. Et là, je t'avoue que ça a été décevant. Tu vois, par exemple, tu espérais que les Nets ne fassent pas les playoffs pour avoir raison. Moi, je n'ose pas dire, tu vois, dans un excès que j'avais prévu Giannis MVP et que j'avais prévu aussi les Lakers hors playoffs et que j'avais prévu Anthony Davis out à New Orleans. Tu vois. Plein de trucs que j'avais prévus. J'ai la décence de ne pas le rappeler. C'est vrai. C'est ce qui fait... C'est la classe. Beau. C'est beau. Dernière petite chose au niveau des déceptions, je ne vais pas encore taper sur l'ambulance, mais Phoenix, parce que j'avais aussi eu l'audace de dire que Phoenix allait surprendre des gens, je pense qu'ils ont surpris au niveau de leur médiocrité. Enfin là, ça commence à devenir... C'est quoi le problème à Phoenix? Parce que ça peut plus être le coach, le problème, parce que... Ça démarre en haut, en fait. Pour moi, ça démarre en haut. C'est une globalité, et ça démarre en haut, c'est très... Qu'est-ce que tu veux? Devin Booker avait dit l'an passé que plus jamais il raterait les playoffs. Finalement, là, ils l'ont shut down pour aller chercher le meilleur choix possible à la draft. Qu'est-ce qu'ils vont faire à la draft? Prendre un meneur qui aime beaucoup avoir le ballon, avec Booker à côté, Ayton aussi. Il y a beaucoup de Josh Jackson. Et la question du second du contrat va peut-être se poser. Ouais. La question de son apprentissage du chinois va aussi se poser, tu vois. Oh là. Oh, c'est moche. Non, on rigole, on est mesquin, mais au bout d'un moment, moi je pars du principe que quand tu as autant de talent, de toute façon il y a deux explications. Soit tu te rates constamment, soit tu n'arrives pas à développer. Et en l'occurrence, je pense pas qu'il se rate constamment, c'est qu'il y a un gros problème de développement et ouais, c'est une déception. Ça peut paraître bête de les mettre comme déception, mais moi il y avait une petite partie de moi qui a cru pendant un moment et là, la déception elle est totale. Quoi, comme tu l'as dit, ils n'ont pas drafté que des busts. Hein. Ouais. Bon, il y a eu le combo Bender-Chris la même année. Celui-là, il est fabuleux quand même. Celui-là, il est terrible. Déjà, on avait dit que c'était un peu deux joueurs sur le même poste, donc on n'avait pas tellement compris. Mais alors en plus, quand tu vois les joueurs, c'est encore plus compliqué. Mais c'est vrai que voilà, tu peux te dire qu'avec un duo Booker-Ayton, tu peux t'attendre à mieux, quoi. Mais je sais pas en fait. Sérieux, moi, je sais pas quoi attendre de Phoenix. Ils vont encore rajouter parce que rajouter encore un jeune joueur qui va arriver avec une hype, qui a toujours été une star avant, qui va peut-être vouloir des ballons. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut à cette équipe? Je sais pas. Il leur faut une structuration. C'est ça. Il leur faut... Ouais. Faudrait faire un épisode sur eux cet été, peut-être, ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment... Ouais, c'est une déception. Puis tu t'es jamais dit en plus, peut-être ils sont bons, tu vois. Non, c'est ça. Non, mais dès le début, je me suis dit, au bout du 3e match, je me suis dit, Benjamin, tu t'es fait avoir. Ah, on t'a vendu un mauvais truc. On m'a vendu un mauvais truc, ouais. Et peut-être, dernier mot, on en a vite fait parler avec John Wall, mais les Wizards, je pense que là, c'est le point final à une ère de déception interrompue. C'est le point final, c'est bon. Je pense que maintenant, on en reparle dans 4 ans. Plus personne va vraiment placer d'espoir dans cette équipe-là. Ouais, c'est ça. Un haut choix de draft qui arrive, enfin haut, top 10. Des joueurs ils sont séparés de Porter, tu l'as dit, Grunfeld, Wall, on ne sait pas. Bill, on ne sait pas. Si jamais des équipes se ratent sur les gros free agents, ils pourraient aller chercher Bill. Que va faire les Washington avec ça? Comme tu as dit, ouais. C'est-à-dire que si tu fais des power ranking Est pour l'été prochain compagnie, ils ne seront pas en playoff. Et donc ça prouve que c'est la fin. Ouais, c'est clairement... c'est triste d'ailleurs, c'est assez dark de finir un épisode par les Wizards, mais... Et les Suns. Et les Suns, ouais. Non, mais
Globalement, et on va peut-être un petit dernier mot de la fin, je ne vais pas exploser trop le timing que j'impose, mais qu'est-ce que tu retiens je t'avais pas du tout préparé cette question-là, mais vu qu'on tient un bilan de la saison régulière, qu'est-ce que tu retiens de cette saison régulière? Moi, je dois dire un truc, on a vite fait parler des Lakers, ça fait des années que les saisons régulières étaient LeBron centrées, c'est-à-dire que LeBron, oui, c'était le centre de gravité de la saison régulière. Et c'est la première fois, ou limite depuis que je regarde le basket, que ce n'est pas lui. Et c'est ça qui m'a vraiment marqué dans cette saison-là. C'est la première fois que toutes les planètes ne tournent pas autour de LeBron. Ouais, c'est vrai, c'est très vrai. Ouais, j'ai pas tellement de choses à retenir sur ça. Peut-être. En fait, moi, ce qui m'impressionne avec la NBA maintenant, c'est un truc débile, hein, le nombre de matchs en télé nationale dans la semaine. Et ça prouve que la NBA, c'est vraiment ce qui est regardé. C'est-à-dire que tous les soirs, tu as des matchs en télé nationale, et donc ça prouve que c'est la NBA, ça boom, et c'est que tout le monde s'arrache ça, et que c'est superstar, que tout le monde veut voir ce championnat. Et ouais, c'est un peu moins intéressant que ton LeBron. T'as LeBron. Ta tech sur LeBron, mais c'est ça m'impressionne vraiment que tous les soirs il se passe des choses en NBA et qu'il y ait beaucoup de choses sur la télé nationale. J'avais l'impression qu'avant, quand je regardais la NBA, il y avait TNT et ESPN qui avaient une ou deux soirées dans la semaine. Maintenant, c'est tous les soirs, j'ai l'impression. Donc ça prouve l'explosion qu'a cette ligue. Parce que cette année, on n'a pas eu le phénomène de l'année dernière avec 10 équipes qui étaient à la rue à un moment. Là, il y a une bonne concentration. Il n'y a pas non plus, les Warriors n'ont pas fait une saison régulière incroyable, donc il n'y a pas une association d'une équipe qui marche sur l'eau, donc même si les Bucks ont été très bons. Donc ouais, il y a de ça. Et j'ai compris que toi aussi, tu as essayé de faire le LeBron centrisme, essayer de faire un mot, mais tu ne l'as pas réussi. Moi non plus, je n'ai pas réussi. J'ai essayé de le créer comme ça, mais ça n'a pas voulu. Mais j'avoue que moi, je reparlerai peut-être dans un autre épisode, peut-être si on parle des Lakers cet été ou je sais pas quoi, mais ça m'a vraiment marqué, même pendant la blessure de LeBron. Je me suis dit à certains moments, LeBron aurait été blessé au Heat ou aux Cavs pendant, en gros, toutes les télés se seraient arrêtées, on aurait parlé que de ça pendant 3 semaines. Là, on parlait de l'absence de LeBron, mais j'ai l'impression que la NBA faisait sa vie en dehors. Et là, c'est là où je me suis dit, ok, on a passé un cap, c'est la ligue, je pense qu'on est là, c'est plus la ligue de LeBron maintenant. Alors, certains pourront me contredire, n'hésitez pas à me contredire sur les réseaux sociaux, mais je pense que c'est maintenant en fait. Là, on n'est pas tellement en termes de niveau de jeu, mais en termes d'attraction médiatique, ça a changé, ça a évolué. C'est toujours le mec numéro 1, mais en termes d'attraction médiatique, mais c'est plus l'hégémon. Tu vois. Ça, c'est un beau mot, ça. Tu vois, pour conclure Oh là, c'est magnifique. Pour conclure le podcast. On n'a plus rien à dire après ça. Je conclus là. Non, là, je suis encore magistral. Et bah du coup, n'hésitez pas à nous donner vos résultats, vos choix pour ces trophées. J'avoue que ça a été assez... ça a dû se sentir pendant l'épisode. Il y a eu pas mal de choix qui ont été assez simples à faire. Donc à vous de nous dire si vous avez ressenti la même facilité. Je sens que certains fans des Rockets vont nous dire non, c'est Harden encore une fois. Mais j'avoue que là... on va dire que le CV de Giannis est bien trop beau. Bah, du coup, nous, on va se retrouver la semaine prochaine, cette fois-ci sans faute, pour le début des playoffs. Les playoffs auront débuté. D'ici là, Alan, je te souhaite une bonne semaine. Je te souhaite surtout de ne pas trop t'énerver, parce que je vois en ce moment, il faut le suivre sur Twitter. Alan, plus il s'énerve contre les Sixers en particulier, plus il est inquiet pour les playoffs. Et là, il s'énerve beaucoup en ce moment. C'est totalement. C'est un indice de mon inquiétude. Donc je te vois inquiet. On va pas faire de... Bon, petit supplément. Vous passez les Pacers, on est d'accord. Moi, sérieux, cette équipe, j'ai pas trop quoi m'attendre, mais si on passe pas les Pacers, moi, je vais pas passer le mois de mai. Voilà. Ok. Je vais finir sur ça. Et ben la réponse la réponse dans plusieurs semaines. Et nous, du coup, on vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 157. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, vous abonner sur les plateformes où vous nous écoutez. Et nous, on vous souhaite des très bons débuts de playoffs. Salut. Salut.